Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce grand plateau, une émission consacrée essentiellement à l'an 1 du gouvernement Samalou Kondé et Kyenge. Vous le savez, la redevabilité est une principale exigence de la gouvernance démocratique. Et bien, les Warriors n'ont pas dérogé à la règle. Après le Premier ministre, ce sont les différents ministres sectoriels qui défilent sur ce plateau. Et ce soir, Israël, nous avons quel invité? Ce soir, nous recevons Nicolas Kazadi-Kadima. Nous le recevons à double titre, à la fois en tant que ministre des Finances et ministre ad intérim de l'économie. Bienvenue, monsieur le ministre. Une année à la tête du ministère des Finances. Nous allons commencer d'abord par le ministère des Finances parce que c'est là où vous êtes titulaire. Et ensuite, nous allons prendre le ministère de l'Économie, là où vous êtes intérimaire. Une année à la tête du ministère des Finances, pouvez-vous nous faire l'état des lieux de ce ministère et comment se porte-t-il? Eh bien, ce ministère se porte de mieux en mieux, même si le chemin est encore long pour l'amener au niveau d'ambition que nous souhaitons, mais tout est fait pour y parvenir. Aujourd'hui, si je dois résumer, je dirais que le principal résultat, du moins le plus visible, c'est la performance qui est faite en matière de recettes fiscales. Mais cette performance, elle est due à deux catégories de facteurs. Le premier, c'est ce qui nous vient de l'extérieur, c'est-à-dire la bonne tenue des produits d'exportation, notamment du secteur minier, qui aujourd'hui joue un rôle prépondérant dans la croissance économique et donc dans la fiscalité. Mais l'autre facteur, c'est tous les efforts internes que nous faisons, qui sont réels et importants pour bien suivre la mobilisation de ces recettes. C'est ce qu'on appelle communément l'effort des services, c'est-à-dire nous assurer qu'il y ait le moins de coulage possible, réduire la fraude, réduire les mauvaises pratiques, et de ce point de vue-là, et améliorer la gouvernance d'une manière générale, avec des réformes, plus de transparence. D'une manière générale, nous avons énormément d'exemples précis qu'on peut donner pour montrer la part importante que prennent ces efforts de service et ces réformes dans les performances globales auxquelles nous assistons aujourd'hui. Et si on peut le dire, vous avez fait des performances à travers votre ministère, en fait les structures, la DGI, la DGDA, vous avez fait les performances. Est-ce que vous pensez que cette manière de faire signer à vos différentes entreprises placées sous tutelle des contrats des performances, est-ce que c'est une bonne politique? Vous ne pensez pas que vous les limitez quelque part dans leurs assignations? Non, d'une manière générale, il faut des objectifs. En matière de gestion, il faut toujours se fixer des objectifs, chiffrer autant que possible, parce que ça, au moins, c'est objectif. Ça permet de guider. Maintenant, en plus de ces objectifs chiffrés, il y a des actions spécifiques qui doivent être entreprises ou des mesures précises qui doivent être mises en place. Et l'ensemble des deux fait qu'on peut même dépasser ce qu'on s'est fixé comme assignation. C'est ce que nous avons eu l'année passée, c'est ce que nous sommes en train d'avoir cette année. Cette année a très bien commencé. Pour les 4 premiers mois de l'année, quand vous comparez 2021 à 2022, fin avril, nous avions prévu une augmentation de 25% par rapport en fin avril 2022 par rapport à fin avril 2021. Nous sommes à une augmentation de 78%. Donc pratiquement 3 fois ce que nous avons prévu dans nos contrats de performance. Ceci m'a amené à annoncer aux régies que nous allons très probablement revoir ces contrats de performance à la hausse. Et donc c'est un exemple. Israël? Justement, sur ces questions de planification, le fait que les planifications soient tellement dépassées de 300% par exemple, avec les réalisations, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mauvaise planification de la part de certaines régies? Non, de manière générale, les financiers sont en général très prudents et très conservateurs. Nous aimons, il y a un adage qui dit qu'en matière comptable, on ne comptabilise que ce qui est certain quand il s'agit d'une entrée, mais quand il s'agit d'une sortie ou d'une dépense, d'une perte, on comptabilise même ce qui n'est que probable.
C'est un principe de prudence et de précaution pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Raison pour laquelle nous avions limité les assignations budgétaires quasiment au niveau du budget tel qu'il avait été voté par l'Assemblée, parce que déjà ce budget voté par l'Assemblée était en légère augmentation par rapport au budget qui a été déposé par le gouvernement. Donc nous avons dit, nous n'allons pas plus loin. L'une des raisons, c'est d'abord, comme j'ai dit, la prudence, mais aussi, pas seulement la prudence sur le plan strictement financier, mais c'est aussi pour éviter un appétit trop grand en matière de dépenses. Parce que lorsqu'on va trop loin dans les assignations en recettes, l'effet automatique, c'est qu'on a tendance à positionner des dépenses plus importantes, sans être sûr que ces recettes seront durables. Et donc, nous voulons aller pas à pas pour protéger les ressources publiques et nous assurer que les dépenses soient les plus efficientes possibles. Justement, avant que nous en arrivions aux dépenses, parce que j'ai vu notamment le FMI qui demande à ce que les pressions sur les dépenses courantes soient contenues. Mais avant d'en arriver là, les Congolais ont été émerveillés d'apprendre qu'au mois d'avril, vous avez fait des performances historiques en termes de mobilisation de recettes. On parle de 1,7 milliard. L'ancien Premier ministre Mouzito parle plutôt de plus de 2 milliards. Il a dit qu'il y a un contribuable dont justement sa contribution a été comptée en mai alors qu'elle devait être en avril parce qu'il y a eu des problèmes de procédure. Donc il parle à peu près de 2 milliards, c'est du jamais vu. Alors dites-nous un peu, il s'agit de quel montant exactement qu'on a réalisé en avril? 1,7 milliard ou 2 milliards? En avril, on a réalisé 1,7 milliard. C'est ça le chiffre officiel, c'est ça que nous avons comptabilisé. Maintenant, qu'il y ait des dépenses qui auraient dû être comptabilisées en avril, mais qui ont glissé sur mai, c'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi des dépenses qui devaient être encaissées plus tard, qui ont été payées en avance en avril. Et donc, les unes se compensant avec les autres, nous nous en tenons à 1,7 milliard pour avril, qui est déjà une excellente performance. Mais cette performance, justement, quelle est la part du structurel et quelle est la part du conjoncturel par rapport à cette mobilisation historique? Ce n'est pas évident de faire la part des choses de manière très stricte et détaillée, mais ce qui est certain, et je l'ai dit et nous en sommes très fiers, c'est une combinaison de facteurs. Les facteurs extérieurs sont connus, c'est-à-dire le secteur minier qui est en accroissement, aussi bien en quantité produite qu'en valeur de nos minerais exportés. La combinaison des deux a un impact. Deuxièmement, le code minier de 2018 commence à produire ses premiers effets. Vous savez que pour la première fois, nous avons comptabilisé ce qu'on appelle l'impôt sur les superprofits. Lorsque le cours augmente de plus de 25%, eh bien, l'État a droit à des superprofits, à une taxe sur les superprofits qui aujourd'hui a été encaissée pour la première fois. Mais de ce qui a été encaissé au titre des superprofits, ce que nous avons
produire 100 000 tonnes de composants de batterie, une combinaison de manganèse, de nickel, de cobalt et de cuivre. Et cette combinaison des produits qu'on peut trouver localement va faire que la valeur ajoutée, donc la richesse créée, va être multipliée par je sais pas, 3 ou 4. Donc ça va être énorme. Et cette valeur ajoutée ne relèvera plus des mines du secteur minier, mais elle relèvera de l'industrie, parce qu'on est dans la transformation. Et donc l'économie sera beaucoup plus solide. Même si le cours des mines du cobalt baissait, le cours de ces produits-là ne va pas baisser de la même manière. De la même manière, donc l'économie serait plus résistante. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. C'est ce pourquoi le chef de l'État était en Zambie il y a quelques semaines, parce que nous avons associé la Zambie à cela. Et voilà le type de réforme qu'on est en train d'apporter. Et ça, ce n'est pas lointain, c'est imminent. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup de grands opérateurs mondiaux qui ont compris que c'est ça l'étape, c'est ça l'avenir du secteur minier au Congo, et qui viennent dans la discussion pour produire ces composants de batterie au Congo essentiellement. Et voilà l'avenir du pays. Mais il y a la question d'abord du déficit énergétique, donc c'est plutôt de questions à long terme. Mais de manière immédiate, vous avez 1,7 milliard. Les Congolais se posent la question, comment ces 1,7 milliard vont atterrir dans leur vie quotidienne? C'est la question que tout le monde se pose. Le gouvernement se félicite de la mobilisation plus